Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président du cercle des économistes. Évidemment, j'ai envie de vous faire réagir. On parlera de Trump un petit peu après. On attend les images, on est en direct sur Boursorama, on dit la vérité. On va attendre d'avoir les images. Juste sur les indicateurs économiques qui ont été publiés en France depuis quelques jours. On a le sentiment qu'ils sont quand même encourageants, qu'ils sont prometteurs. Vous me direz, vu d'où on vient, on satisfait de peu. La croissance qui est revue à la hausse par l'INSEE au premier trimestre, 0,1 point de plus, mais c'est ce qui permet peut-être d'atteindre plus facilement les 1,5%. Le moral des ménages, on le sait, au plus haut depuis 10 ans. L'investissement des entreprises qui accélère le taux de marge, 32%, c'était les chiffres de fin 2016, mais c'est au plus haut. L'embellie dans le bâtiment, on a vu qu'il y aura des créations de postes pour la première fois en 2017, la question, elle vient, est-ce que ça va vraiment mieux? Pour paraphraser, pour reprendre une formule qui a été largement moquée par un ancien président, pas le président, mais la formule qui a été moquée, ça va vraiment mieux en France, sérieusement? Oui, bien sûr, mais ça date pas d'hier, c'est sympa parce qu'il y a l'arrivée de Macron qui va renforcer l'idée d'optimisme et de confiance. Mais il y a un choc de confiance qui est possible vraiment. Bien sûr. C'est prouvé d'ailleurs, je parle à l'économiste, le lien entre la confiance, la croissance. Bien sûr. Alors attendez, reprenons ça. La trajectoire de l'économie française s'est améliorée dès le deuxième semestre de l'année dernière. Et il faut reconnaître à l'ancien président, qui n'a pas eu que des succès, mais il faut reconnaître que la fin était mieux que le début. Oui. Et que il y a eu quelque chose de très important. C'est le seul indicateur que je n'avais pas cité, mais c'était pour me laisser le plaisir de le citer. C'est évidemment la création d'emplois marchands. Oui. 200 000 sur un an. 200 000 espérés pour cette année, mais dès l'année dernière, c'était reparti. Création, alors c'est les créations d'emplois, beaucoup dans les services, pas mal dans le logement, puisque le logement est vraiment reparti. Ça. Vous savez, il y a eu les 2 premières années avec Madame Duflot qui n'a pas laissé de très bons souvenirs. Qui n'a pas laissé un très mauvais souvenir. Et puis là, on est reparti sur 350 000 créations de logements. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pas mal. On va tangenter les 400 000. On va tangenter 400 000 et donc on est dès l'année dernière. Après, ça se poursuit avec une consommation qui n'est pas top, qui ne croît pas très rapidement, mais un investissement, vous l'avez dit, et dans le logement et l'investissement des entreprises, l'investissement des entreprises est à 1,9. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pas mal du tout. Et puis, qui est à 9, pardon, je vous coupe, mais il y a eu aussi une mesure de suramortissement qui est arrivée à échéance. Pardon de vous contredire, mais vous le savez d'ailleurs, à échéance fin avril, ça a pu doper un peu les chiffres. On va attendre de voir ce qui va se passer par la suite. Bien sûr, mais, et c'est là où je sors mon arme fatale, c'est le choc de confiance. On peut pas, vous y croyez-vous au choc de confiance? Bien entendu, mais enfin je suis comme 65 millions de Français. Qui peut faire pchit aussi si derrière... Non, bien sûr que non. Non, si les réformes ne sont pas vraiment mises en œuvre. Mais non, attendez, arrêtez. Là, c'est la France toute crachée. Dès qu'on a quelque chose de positif, on a gagné, mais on aurait pu perdre. Donc, j'ai arrêté. C'est évident que le monde entier et évidemment la France ont le sentiment qu'on a un triptyque qui est exceptionnel. On a Macron, on a Philippe et on a monsieur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, tous les trois, surtout les 2 premiers, parce que le troisième est plus j'allais dire moins dans le business, mais tous les 3 ont cette vision d'une économie qui se fonde sur le développement des activités. Donc c'est évident qu'il va y avoir un choc de confiance. Ils sont pro-business, c'est ça que vous dites? Voilà. Ça veut dire que, d'abord, il l'a annoncé dans son programme, il va baisser l'IS de manière assez significative. Alors l'IS était déjà baissé. Hein. Oui, je vais dans votre sens, mais on va vers 28% en raison... Non, 25%. Avant, dans le programme. D'un programme. Dans ce qui est actuellement mis en œuvre, c'est 28% mis en place par Michel Sapin. D'ici à 2020, on sera à 28% et le président Macron va aller plus loin, veut aller à 25%. Mais la trajectoire actuelle qui a été votée, c'est déjà 28% à horizon 2020. Donc c'est pas mal. Tout ça va quand même dans le bon sens. Et vous avez rappelé que les taux de marge étaient vraiment s'étaient améliorés. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se satisfaire quand même de 1,5%. Je veux dire, on a un alignement des planètes, on en parle depuis très longtemps, entre les taux bas, l'euro qui est bas, les matières premières qui sont basses. Mais c'est le monde entier qui voit sa croissance ralentir. Ouais. C'est pas la France. Je vais vous dire, les États-Unis. Alors quand je veux coller quelqu'un, je lui dis, la croissance américaine, a été plus forte. En 2016, a été plus faible qu'en Europe. Non. Alors, quand les gens sont totalement incompétents, ils disent 3,5.
quand ils sont moyennement compétents, 1,6%. 1,6%. Ouais. La croissance européenne, la croissance chinoise a ralenti. La croissance européenne, 1,7%. On a fait 0,1 point de plus que les Américains. Pas non plus. Mais ma conviction d'économiste, c'est qu'on est dans une période qui ne va pas s'arrêter ni en 2017 ni en 2018, qui est celle d'une croissance qui peut être solide, mais qui est moins forte. On est passé en gros de 5% de croissance économique mondiale à 3%, un peu plus de 3%, et ça ne va pas redémarrer demain matin. Donc on est au top à 1,5%, même si on fait des réformes. Pas nous. Alors maintenant, l'Europe, elle va rester entre 1,5 et 1,8. Ouais. La France, elle arrive à se maintenir à un taux de croissance qui n'est pas si éloigné que ça de la moyenne européenne. Vous verrez que l'INSEE révisera les comptes de l'année dernière. On ne fait pas 150 000 créations d'emplois nets marchands avec 1,1% de... Ça, je peux vous garantir qu'on arrivera à 1,3, 1,4 et cette année, on fera 1,5, 1,6, ce qui n'est pas exceptionnel. Maintenant, le timing, si tout marche bien, c'est il privilégie, je parle du président de la République, les ordonnances, c'est-à-dire toute une logique de lancement à toute allure, début juillet, d'une réorganisation du marché du travail. Fin septembre, les ordonnances, elles seront ratifiées. Oui, il lance le programme et la proposition au Parlement est en réalité en juillet. Et donc, bouclage des ordonnances fin septembre. Ouais. Non, pas fin septembre. Il a dit fin de l'été, oui, 21 septembre. Oui. Moi, je parie pour le 20 septembre. et puis, après, on attaque sur la fiscalité, évidemment. La fiscalité, c'est ça pour 2018, d'ailleurs. Bien sûr. Bon, d'ailleurs, sur la fiscalité, c'est intéressant. On a eu ce matin Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a dit que finalement, ce ne serait pas raisonnable de mettre en place un dispositif dans lequel on baisse les impôts pour tout le monde très vite, tout en admettant que la pression fiscale en France est importante. Il n'y a pas une contradiction, il n'y a pas urgence quand même à réduire la pression fiscale en France. On a les champions. Attendez. Quand on veut être brouillon, ce qui n'est ni votre cas, ni le mien, ni celui du Premier ministre, qui a l'air extrêmement sérieux, ni de M. Macron, on prend les problèmes les uns après les autres. L'urgence, c'est le marché du travail. C'est leur choix. C'est vraiment ça l'urgence. Oui, bien sûr. Même si on sait qu'à court terme, quand on flexibilise, on risque aussi de créer plus de licenciements parce qu'on peut licencier plus facilement à court terme. Si on annonce des baisses d'impôts, les gens ne vont pas tous descendre dans la rue. Tandis que si vous annoncez une flexibilité du marché du travail, il y a un risque. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais il y a un risque. Donc vous avez intérêt à prendre ce qui est le plus risqué et qui permet de faire une rentrée, favorable en septembre-octobre, et puis de repousser ce qui ne posera pas de problème. Si je vous annonce que je vous baisse vos impôts, vous n'allez pas me regarder avec un regard méchant. Non, a priori non. Encore une fois, cette urgence pour vous de flexibiliser le marché du travail, c'est parce que Bruxelles nous le demande ou parce que vraiment c'est nécessaire aujourd'hui pour lever le... Il y a un vrai frein à l'embauche, franchement, pour les patrons. Le frein à l'embauche, c'est parce qu'il n'y a pas assez de commandes, il n'y a pas assez de... Pas du tout. C'est, vous avez dans la rupture conventionnelle, ça marche bien. La rupture conventionnelle, ça marche bien. Ça pose problème. Puis, comme vous l'avez dit, la rupture, c'est pas la création d'emploi. C'est un arrangement pour que les gens qui s'en vont puissent s'en aller dans des conditions qui sont plus favorables. Mais la réalité, c'est que dans les faits, toutes les TPE, les PME, qui sont quand même capables de créer, puisque nous sommes un pays très réactif. N'oubliez jamais l'année 2000, 600 000 créations nettes d'emplois. Pof, ça part comme ça. Ça paraît loin. Parce que les mecs, oui. Mais vous on avait 3,5% de croissance, on avait 3%. Choc de confiance. Or, la France se découvre brutalement le président le plus jeune du monde, en tout cas dans les grands pays développés. Et on va créer 600 000 emplois avec ça. Un peu court. Hein. Pas du tout. On va passer de 1,5 à un rythme de croissance qui sera en fin d'année de 1,8, 1,9. Et là, on commence à rentrer dans un cercle qui est vraiment vertueux. C'est-à-dire, alors, là-dessus, vous me dites les TPE, les PME, évidemment, pour eux, c'est un problème. Les ruptures, les problèmes de... La grosse difficulté, c'est de caper, de limiter, donc de fixer une limite, un plafond. Pour les licenciements abusifs. Pour les licenciements abusifs, c'est en mettant tout dedans, même s'il y a en cas de harcèlement, il faut tout mettre dedans, ou on peut sortir quand même quelques... On peut faire intelligent. Il faut donner du grain à moudre aux syndicats, c'est ça que vous voulez dire. Il faut. Et puis, franchement, si vous me dites, est-ce qu'il faut maintenir les mêmes règles pour le harcèlement et puis pour... La réponse est dans la question, comme on dit. La réponse est dans la question, exactement. Cette éclaircie économique, puisqu'on pourrait tangenter à vous écouter les 2% de moins en fin d'année en termes de croissance, ça donne ou pas des marges de manœuvre budgétaires au nouveau président? Il y a des promesses de campagne et en même temps, il y a la promesse de rester sous les 3% de déficit.
alors que la Cour des comptes nous dit qu'a priori, on sera peut-être au-dessus. Et puis, il y a beaucoup de promesses à mettre en œuvre, de la baisse d'impôts, etc., etc. Alors, je trouve que la Cour des comptes, elle est dans son rôle. Chacun est dans son rôle dans cette affaire. Mais elle a tapé fort sur Sapin, quand même. Hein. Elle a quand même tapé, à mon avis, beaucoup trop fort. Parce que, oui, c'est son boulot, mais enfin, là aussi, on peut être intelligent. On passe de 4-8, c'est de leur faute. Je veux dire, la politique qui a été menée en 2012 était vraiment pas très maligne. Mais dans les faits, on avait 4,8. On tangente les 3%. Même s'il y a des astuces comptables, tous les pays du monde font des astuces, ont des astuces comptables. Et même s'il y a Mario Draghi, on le rappelle, 40% de la baisse du déficit depuis 2011, c'est les taux d'intérêt qui sont très bas. Donc, ce n'est pas dû à la politique du gouvernement. Enfin, je veux dire, pour l'agriculture, il vaut mieux avoir du soleil et un peu de pluie. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des arguments absurdes. Évidemment que la conjoncture est favorable. Elle n'est pas si favorable que ça. Parce que les taux d'intérêt, ce que M. Draghi oublie, c'est que si les taux d'intérêt sont si faibles, c'est qu'en réalité, l'économie mondiale est en train de ralentir. Et donc, le commerce mondial, il n'y a pas échappé que le commerce mondial est ralenti. Donc, arrêtons de toujours prendre le bout qui non, mais c'est exogène. Ce sont des facteurs exogènes. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que... parce qu'il faut se rappeler quand même Michel Sapin, qu'avant de quitter Bercy, qui nous a dit doctement « les dépenses sont tenues, je laisse la maison en ordre en quittant Bercy ». Sauf que ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que sur uniquement les dépenses de l'État, pas la Sécu et les collectivités, les dépenses publiques augmentent 2 fois plus vite que ce qui était prévu. Les comptes ne sont pas tenus, attendez. Hein. Non mais qu'il faille mettre de l'ordre, d'ailleurs, essentiellement dans les collectivités locales, remettre les gens au boulot. De l'État, voilà. Ce qui dépend de Bercy. Hein. Mais que ceci ne soit pas parfait, que M. Sapin, qu'on voit à la télévision, peut-être ait pris ses désirs pour des réalités, ceci est vraisemblable. Maintenant, la réalité de ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de 4,8 à, en gros, 3%. C'est peut-être 3,1, c'est pas... avec des hausses d'impôts et merci Draghi. C'est ça, en fait, qui a été fait. Non, je veux dire, avec une conjoncture économique qui a ses aspects positifs, ses aspects négatifs. On est passé de 0 à 1%. Voilà. Je veux dire, et puis, je ne crois pas à la hausse des taux d'intérêt majeurs dans les années qui viennent. Je n'y crois pas. Sauf accident, sauf accident majeur, politique géostratégique, etc. Donc, arrêtons de nous faire peur sur tous les sujets. Prenons un instant, cette petite cure d'optimisme. Ça ne ferait pas de mal. Ça fait 2 siècles que tous les jours, nous autoflagellons. On va essayer pendant 1 mois de ne pas s'autoflageller. Vous verrez que ça donnera des résultats économiques. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fenêtre de tir pour réformer en France. Les vents sont porteurs. Il y a de la chance s'il arrive avec de la croissance, des créations d'emplois. C'est maintenant, il y a toujours ce débat de se dire les réformes qui ont un coût à court terme et qui peuvent avoir des effets bénéfiques ensuite à moyen terme. Est-ce qu'il faut les faire quand ça va mal parce qu'on est au pied du mur? Sauf que quand la croissance revient, on a peur de la casser, cette croissance. Oui, mais personne au monde, aucun pays n'a jamais fait de réforme sans avoir du vent dans les voiles. Je prends 2 exemples parce que là aussi, je suis fatigué de ce discours qui est toujours auto-punitif. C'est cette idée quand on prend la Suède et le Canada, dans les années 90, qui ont fait plus de réformes, les fameuses réformes. Ils étaient hyper mal. Ils étaient mal à l'époque. Ils étaient d'abord très mal, mais ils ont dévalué de chacun d'environ 40%. Dévaluer quoi? Ils ont dévalué leur monnaie. Ah oui, et donc, mais sauf non, mais nous, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des choses qui prônent la sortie de l'euro. Sûrement pas. Mais simplement, il faut, tant mieux s'il y a un peu de chance. Je veux dire, les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui ont de la chance. Et M. Macron... Le chanceux, c'est celui qui arrive à tout. Le malchanceux, c'est celui à qui tout arrive. Ça, c'est joli formule. Elle est pas mal, celle-là. C'est joli à retenir. Bon. Un petit mot de la CSG, parce qu'on en parle encore dans cette campagne présidentielle et maintenant législative, cette hausse de la CSG qui n'est prévue en vote qu'à l'automne, appliquée en 2018. C'est un thème récurrent et en même temps, on entend la droite qui crie au matraquage des retraités, ceux qui touchent plus de 1 200 € de pension par mois qui seront ponctionnés. Pour vous, c'est une bonne mesure que de taper sur les retraités, sachant qu'en face, l'objectif, c'est de baisser, d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. On aurait pu se dire, tiens, mais vous, en bon économiste, on fait plus d'économies sur la dépense publique plutôt que de monter les impôts. Mais attendez, vous mettez les 2 choses en parallèle. On peut à la fois essayer de réduire la dépense publique et à la fois essayer d'améliorer la fiscalité dans ce qu'elle peut être. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a une contrepartie. Je l'ai dit, une baisse de 3,1% des cotisations sociales, salariales, maladie et chômage versus contre 1,7 point de hausse de CSG qui à l'euro près d'ailleurs fait 20 milliards d'euros. Et donc vous avez posé à juste titre le problème des retraités. Alors
en réalité... Il fallait augmenter la CSG sur les retraités? Alors, je l'ai dit, je me suis fait 13 millions d'ennemis en quelques secondes. Un jour, sur une grande chaîne de télévision, j'ai eu le malheur de dire ça, j'aurais mieux fait de me taire sur là. Et vous ne pouvez pas savoir le torrent de réactions assez peu amènes. Et vous avez dit quoi ce jour-là? Juste qu'il fallait, à l'époque, qu'il fallait mettre le taux de CSG pour les retraités au même niveau que celui de tout le monde. Alors, là-dedans, retraité, ça ne veut rien dire. Il y a des retraités, la moyenne des retraités, à un niveau de vie qui est en réalité légèrement supérieur à celui des actifs, ce qui n'est pas forcément tout à fait, qui peut être discutable. Et puis vous avez ce qu'on appelle les petites retraites, ce qui sont épargnés dans cette affaire. On a deux problèmes dans notre pays sur les retraites. Le premier, c'est que le niveau de vie, on grignote un peu sur les retraités, très franchement. Je vais continuer à me faire quelques amis, mais ça ne me choque pas, ça me paraît normal. Ça ne vous choque pas que on reprenne un peu de pouvoir d'achat dans des conditions qui sont limitées aux retraités dont je fais partie et qui, en réalité, vivent plutôt mieux que les actifs. Ça ne me choque pas. Maintenant, il y a toute cette partie des petites retraites qui est un véritable scandale. Quand on parle des pauvres, vous savez, les pauvres, vous avez un grand paquet de ces 15% de pauvres qui sont en fait des retraités qui vivent avec rien, des toutes petites retraites. Donc, je sépare deux sujets. J'aurais même fait, moi, un dispositif qui permet réellement d'améliorer les petites retraites, parce que il y a vraiment des gens qui vivent dans des conditions... En dessous de 1 000 euros, quoi. En dessous de 1 000 euros, je veux dire, tout seul à 80 ans, enfin, c'est horrible. Et puis, avec des risques, par ailleurs, de maladies neurodégénérescentes, d'Alzheimer, etc. Enfin, tout ça est quand même très difficile. Et puis, il y a l'immense majorité des retraités sur lesquels on peut discuter sans que ceci soit la fin du monde. Je veux dire, et que ça ne me choque pas qu'il y ait un peu de transfert de revenus entre les actifs et les retraités, ou plus exactement des retraités vers les actifs. Bon, autre point qui est dans l'actualité, bien sûr, aujourd'hui, cette décision de Trump, qui n'est pas vraiment une surprise, hein. Pendant toute la campagne, il a tapé dessus. Ça a été confirmé, en tout cas annoncé, le retrait des Américains, des États-Unis de la COP21. C'est une décision calamiteuse, nous a dit ce matin le Premier ministre. Il a raison. Oui, il a raison. C'est une décision calamiteuse parce que, en réalité, depuis la crise de 2007, on cherche une gouvernance mondiale. On ne l'a pas trouvé. Vous savez, on a créé le G20. Enfin, on a au fond essayé partout de donner un peu de cohérence dans un monde qui est en réalité très violent. En réalité. Et au fond, la COP21, au-delà d'être une très bonne décision, je veux dire, là je parle pour les générations qui viennent, c'était aussi une décision de gouvernance mondiale. Et donc c'est horrible ce qui passait. J'ai écouté hier son discours en entier, fasciné d'ailleurs, et je me disais, on voyait bien ce discours qui était destiné à ses électeurs, avec ses espèces qu'il allait gagner. Je rappelle juste qu'il sort des chiffres qui sont absolument hallucinants. Il sort plusieurs millions de créations d'emplois liées au retrait, alors que, vous savez, sur l'industrie du charbon, en réalité, ça couvre un peu moins de 30 000 personnes. 30 000 personnes. Et lui dit quoi? Lui, il dit qu'avec l'affaire, il crée 6,5 millions d'emplois. Enfin, il sort des chiffres fantaisistes, comme dans sa campagne. Hein. Mais la promesse est tenue. C'était une promesse de campagne. Et la promesse est tenue. Et, malheureusement. Oui, alors, tout ça reviendra vraisemblablement à un peu de bon sens. Parce que les premières mesures qui sont engageantes pour les États, je crois que ça commence, je parle sous votre contrôle, en 2020, ce qui veut dire qu'il sera en fin de mandat. On peut imaginer que c'est en cas de changement de mandature et de président. Les États-Unis pourraient revenir dans l'accord. Oui, je crois que tout ça n'est pas très raisonnable, parce qu'il y a des tas de moments où je comprends qu'on se dise l'Amérique, les Américains, les citoyens américains, on les protège. Tout ça me paraît légitime, c'est pas ça. Simplement pas sur ce sujet-là. En plus, il a sorti un discours sur au fond de climato-sceptique qui est tellement dépassé. Moi, je suis pas compétent, mais il y a tellement de gens compétents qui ont exprimé au fond cette opinion qu'on allait vers des problèmes climatiques que je veux dire... Mais là, je parle à l'économiste, pardon, je vous coupe, et on finit là-dessus. Il dit que c'est nocif pour l'économie américaine. C'est ça qu'il dit. Je vous parle à l'économiste. Vous en pensez quoi? Il y a deux aspects. Il y a son aspect, vous prendrez l'expression de charbon propre. Ouais. Il y a cette idée sur laquelle les spécialistes... Charbon propre, c'est-à-dire sur le CO2, en fait, on bloque le CO2. On bloque le CO2, on arrive à récupérer. Ouais. Bon, je veux dire, il y a sûrement des techniques, et tant mieux. Cela dit, je répète le chiffre de 27 000 personnes qui sont directement concernées, 100 000 de manière un peu indirecte. Donc on est sur des chiffres qui sont en réalité dérisoires. C'est plutôt la manière de dire, c'est un discours politique, ce n'est pas un discours économique.
Et puis deuxième aspect, c'est, j'allais dire, cette idée qu'il n'aura pas à financer les programmes pour le reste du monde. Il a beaucoup insisté là-dessus. Ça n'est pas très raisonnable et pas sérieux. Moi, je suis un optimiste invétéré. Après vous avoir annoncé qu'on ferait un 8, on serait sur un trend d'un 8 à 9% de croissance à la fin d'année, avec le choc de confiance. Je vous annonce que les Américains reviendront à la table de négociation dès que les excités se seront calmés. Le chanceux, c'est celui qui arrive à tout. Et le malchanceux, c'est celui à qui tout arrive. C'est une jolie formule. Allez, on se quittera là-dessus. Jean-Hervé Lorézy, président. Et nous sommes deux chanceux. Exactement, largement. Le président du Cercle des économistes, c'était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci.